à tous, ravi de vous retrouver pour cette première édition complète de la soirée sur Al-Oula, à la une aujourd'hui. Sahara marocain, soutien unanime des membres du Conseil de sécurité à la solution politique du différend régional. Pas plus tard qu'hier, l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara, Horst Köhler, a briefé le Conseil onusien sur sa dernière visite dans la région. Également dans ce journal, visite au centre d'oncologie d'Al-Husseima. Opérationnel depuis 2008, il prodigue ses prestations aux patients atteints de cancer venant de la région. Le lieu est doté d'équipements dernier cri et reçoit des dizaines de patients au quotidien. Et à Tinjda, d'une balade au musée El-Khourbat, une belle vitrine du patrimoine culturel amazigh local. Une histoire qui se raconte aux visiteurs assoiffés d'en déceler les secrets. Mais d'abord, ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le roi Mohammed VI à la présidente de la République de Singapour, Halima Yacob, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Et à l'occasion du 19e anniversaire de l'accession du souverain au trône de ses glorieux ancêtres, Sa Majesté le roi a reçu un message de félicitations du président chilien Sébastien Pinera, du président serbe Alexander Vučić, du président de la République du Panama Juan Carlos Varela Rodriguez, du président de la République d'Indonésie Joko Widodo et du président de l'Arménie Armen Sarkissian. Le souverain a également reçu des messages similaires de la présidente de la République de Malte Marie-Louise Colero-Preca, du président de la République d'Azerbaïdjan Ilham Aliyev, du président de la République du Mali Ibrahim Boubacar Keïta et du président cubain Miguel Díaz-Canel Bermudez. New York maintenant, où les membres du Conseil de sécurité sont unanimes à réaffirmer leur ferme soutien à une solution politique réaliste, pragmatique et basée sur le compromis aux différents régionaux sur le Sahara marocain, conformément à la résolution 2414 adoptée le 27 avril dernier. Pas plus tard qu'hier, l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara marocain, Horst Köhler, a présenté à sa demande un briefing devant le Conseil onusien suite à sa visite dans la région. Et pour sa part, le Royaume réaffirme qu'il n'y aura pas de solution sans sa consultation et sans l'implication de l'Algérie. Dans son briefing, l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara marocain a informé les membres du Conseil de sécurité sur sa deuxième tournée régionale effectuée du 23 juin au 1er juillet 2018 en Algérie et en Mauritanie, ainsi qu'au Maroc où il s'est rendu à Rabat le 27 juin 2018, à l'Ayoun Smaraï Dakhla du 28 juin au 1er juillet 2018. L'envoyé personnel a exprimé ses remerciements aux autorités marocaines pour avoir facilité sa visite dans les provinces du Sud et lui ont permis le libre accès aux différentes personnes qu'il a souhaité rencontrer et de constater de visu l'essor économique et social de la région. Plusieurs membres du Conseil se sont félicités de l'atmosphère dans laquelle s'est déroulée la tournée régionale de l'envoyé personnel, en particulier la visite au Sahara marocain. Il est à rappeler que dans sa résolution 2414 du 27 avril 2018, le Conseil de sécurité a demandé aux pays voisins et donc à l'Algérie d'apporter une contribution importante au processus et de s'engager plus fortement pour progresser vers la solution politique. Il convient de rappeler que les autorités marocaines ont toujours insisté sur l'attachement du Royaume au processus onusien, conformément aux fondamentaux de la position du Maroc rappelée dans le discours de Sa Majesté le roi Mohammed VI à l'occasion de la commémoration du 42e anniversaire de la Marche verte le 6 novembre 2017. Aucun règlement de l'affaire du Sahara n'est possible en dehors de la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara et en dehors de l'initiative d'autonomie dont la communauté internationale a reconnu le sérieux et la crédibilité. Deuxièmement, les expériences passées devraient permettre de méditer sur une évidence. Le problème n'est pas tant de trouver une solution à cette affaire, mais plutôt d'arriver à définir le processus à suivre pour y parvenir. Il appartient donc aux parties à l'origine de ce conflit, monté de toutes pièces, d'assumer pleinement leurs responsabilités dans la recherche d'un règlement définitif. Troisièmement, le plein respect des principes et fondamentaux retenus par le Conseil de sécurité pour le traitement de ce conflit régional artificiel, l'organe onusien étant de fait la seule instance internationale chargée de superviser le processus de règlement. Et puis quatrièmement,
le refus catégorique de tout dépassement ou tentative de porter atteinte aux droits légitimes du Maroc et à ses intérêts supérieurs, de toute proposition obsolète visant à écarter le règlement de ce différend du référentiel du Conseil de sécurité, de l'insertion abusive d'autres sujets, lesquels sont traités par des institutions compétentes. Les couleurs du ciel à présent, un temps toujours chaud partout dans le pays, mais des averses orageuses localement fortes sont au programme jusqu'à ce soir à 23h dans les provinces d'El Haouz, Ouarzazate, Rachidia, Tinghir, Azelal, Medilt, Boulmen, Figui, Garsiv, Jarada, mais aussi à Ifran, Sfro, Tawrir, Tstaza, Oujda, Taroudon, Tata, Zagoura, Khnifra et Bni Mlel. Depuis une dizaine d'années, le Centre régional d'oncologie d'Al Hoceïma continue de fournir ses prestations aux habitants de la région. Le centre est spécialisé dans le traitement des cancers par radiographie et chimiothérapie. Il est doté d'équipements en dernier cri pour une meilleure prise en charge des dizaines de patients qui le fréquentent tous les jours. Reportage Abdel Shgar, commentaire Mohamed Lishkar. Ils sont des dizaines à suivre chaque semaine des traitements anti-cancer au niveau de ce centre. Des traitements pour divers types de tumeurs. Ici, on reçoit différents types de tumeurs, donc essentiellement pour les femmes, les cancers du sein. C'est dans cette salle de l'hôpital du jour que sont reçus les patients qui ont besoin d'un traitement par chimiothérapie. L'équipe des infirmiers commence d'abord pour préparer les patients. Après, ils administrent la chimiothérapie sous surveillance médicale. Donc, après l'administration de chimio, c'est l'étape de la surveillance. J'ai bénéficié de tout type de services. Le personnel est accueillant, médecins et personnel infirmier. Je suis vraiment satisfaite des services de ce centre. Ils m'ont bien accueilli et m'ont déjà administré un anti-inflammatoire. À présent, ils sont en train de me soumettre à divers examens pour déterminer le type de traitement à suivre. Chimiothérapie, mais aussi radiothérapie grâce à des équipements de pointe, notamment un scanner 3D. Pour la radiothérapie, on dispose d'un accélérateur linéaire d'électrons, avec une technique 3D qui se base sur un système de simulation scanner avec un système informatique qui va nous permettre de délivrer le traitement avec une grande précision. Le centre offre des services de consultation et d'exploration qui permettent de préciser la nature exacte de la tumeur et son stade de développement, le patient bénéficiant ainsi de tout un programme de traitement. Pour les patients qu'on reçoit ici, sont des cancers de tout genre, mais comme toutes les régions du Maroc, on reçoit surtout des cancers du col utérin, des cancers du sein, des cancers de la sphère orale, ainsi que des cancers cutanés. Le centre d'oncologie d'Al Hoceïma dispose d'un staff de 13 médecins. Il reçoit une 60aine de patients par jour. Plus que quelques jours avant la célébration d'Aïd al-Adha, l'ONSA a bel et bien lancé ses préparatifs en collaboration avec la Fédération interprofessionnelle des viandes rouges et les autorités locales. Cela prend forme notamment à travers des ateliers de formation et de sensibilisation au profit des professionnels de la boucherie pour une meilleure organisation du secteur en cette période. C'est un reportage à Rabat, signé Hanan Arsalan et Nisrine Ozdar. L'expérience est première en son genre à l'échelle nationale. Elle consiste à former les abatteurs professionnels et les aides-bouchers en matière de bonnes pratiques d'hygiène. Objectif, parer à d'éventuels problèmes sanitaires. L'initiative comprend également la distribution d'uniformes et de badges au profit des professionnels. C'est une excellente initiative. Les consommateurs pourront ainsi facilement nous reconnaître. Cette action permettra de lutter contre l'informel. C'est une bonne chose. Un boucher professionnel doit avoir une hygiène irréprochable et maîtriser parfaitement le métier et surtout toutes les étapes suivant l'abattage pour ne pas altérer la qualité de la viande. Sur le plan national, 3000 personnes bénéficient de l'opération Gzer Diali, dont 700 personnes dans la région Rabat Saleh Knetra.
يوم العيد فكيصبح من هبه ودبه يصبحوا ززارا فرسائنا حنا باش نخرجوا لوجود الناس من ضمنهم. Le jour de l'Aïd, tout le monde s'improvise boucher. Cela peut gravement nuire aux consommateurs. C'est pour cela que nous avons jugé utile de lancer cette opération en collaboration avec l'ANSA afin de redonner au métier ses lettres de noblesse. Parallèlement à l'opération Xerdiali et en collaboration avec le ministère de tutelle, l'ANSA a précédemment lancé une batterie de mesures afin de garantir le bon déroulement de la fête de Eid al-Adha, des mesures visant le suivi et la traçabilité du cheptel ovin et caprin destiné à l'abattage à cette occasion. À la une de l'actualité internationale, les forces du régime syrien ont bombardé les positions rebelles et djihadistes dans la province d'Idlib. Elles ont largué des tracts appelant les habitants de ce bastion insurgé à se rendre. Ce matin, des tirs d'artillerie et de roquettes se sont également abattus sur la zone autour de Jisr al-Shrour, une ville clé du sud-ouest de la province. Et selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, ces bombardements sont le prélude d'un assaut, mais il n'y a pas encore d'avancée des forces du régime au sol. Le Portugal peine toujours à maîtriser l'incendie de forêt dans l'Algarve. Depuis vendredi, le sud du pays est en proie aux flammes qui ont déjà brûlé plus de 21 000 hectares de végétation. Et le brasier devrait s'aggraver dans les prochaines heures. Selon le Premier ministre António Costa, les pompiers ne viendront pas à bout de ces feux avant plusieurs jours, malgré l'ampleur des moyens déployés. Plus de 1400 pompiers et militaires combattent l'incendie dans la chaîne de montagnes de Manchique qui progresse sur deux fronts, attisé par de violentes rafales de vent. Depuis qu'il a éclaté, l'incendie a fait 32 blessés et des centaines d'habitants et de vacanciers ont été évacués. En Espagne voisine, un navire de l'ONG Open Arms a accosté aujourd'hui dans le port d'Algeciras avec à son bord 87 migrants, dont 12 enfants sauvés au large des côtes libyennes. Les migrants ont été secourus le 2 août alors qu'ils se trouvaient sur un canot pneumatique qui dérivait en mer, le moteur de l'embarcation étant hors d'usage. Parmi les personnes secourues, 84 Soudanais, un Syrien, un Égyptien et un Gambien. Ils étaient très affaiblis et redoutaient d'être récupérés par un bateau des gardes-côtes libyennes et d'être ramenés en Libye. On revient chez nous pour parler d'un patrimoine immatériel propre à la région de Tinjdad, le musée El Khourbet, qui recèle de véritables trésors d'artisanat, témoin d'une mémoire amazigh, tradition vestimentaire, art de vivre et objets fonctionnels ou d'art, tout y est, une histoire qui se raconte et défie le temps. Nourdine Nafi et Zakaria Moukimpillah. Des marteaux, des tenailles, des ciseaux et d'autres objets anciens utilisés dans les maisons du sud du royaume au cours de l'histoire. Bienvenue au musée El Khourbet à Tinjdad. Ce musée a pour objectif de préserver le patrimoine culturel amazigh. Il est abrité dans un château en pisé, bâti à la fin du 19e siècle. Alina vient d'Espagne. Elle visite le Maroc pour la première fois. Impressionnée par le musée, elle profite de sa visite à Tinjdad. L'architecture amazigh a une très grande valeur. Le musée nous donne une image sur la vie amazigh traditionnelle. Il faut respecter et préserver cette tradition. Ce musée invite à découvrir la vie quotidienne traditionnelle amazigh. Il comprend plusieurs salles d'exposition d'articles, objets et matériaux de différents domaines, tels l'agriculture, l'artisanat ou l'architecture. Une visite du musée El Khourbet laisse un souvenir chargé de couleurs et d'émotions. C'est du Khourbet qu'on a trouvé vraiment intéressant au musée, et les enfants et nous-mêmes les adultes nous avons pu connaître les vêtements que les femmes et les costumes et des mariages. Les différentes façons de vivre, les différentes formes de façon de cuisiner, de faire l'agriculture, les cultives. Vraiment très intéressant. On ne quitte pas le musée sans acheter des objets d'artisanat amazigh, des tissus décorés par des motifs géométriques, des habits traditionnels ou des bijoux reflètent la diversité culturelle des tribus de la région. Et c'était le mot de fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. À 21h30, l'info est de retour avec Marie Melafir. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 19h.